Donc en fait, c'est un progrès des machines. Et à travers les machines. Mais tu sais, ça revient à dire, enfin moi j'utilisais un peu comme une punchline, parce que moi aussi je suis capable de punchline, je disais plus ton téléphone est smart, plus toi t'es con d'une certaine manière. Et en fait, je crois qu'on a perdu notre aptitude à la liberté. Ouais. Et on peut la retrouver, je pense. Parce qu'on est néoténique et qu'on a cette capacité à retrouver ça en nous. Et alors attention, c'est le scoop, c'est qu'en fait, ce sont ces gens, ce sont ces rencontres avec des Amérindiens qui auraient influencé les philosophes des Lumières. Bonjour Eric. Bonjour Thierry. C'est un plaisir de te retrouver pour le 4e épisode de la série Comment en sommes-nous arrivés là? Et puis nous on rajoute un post-scriptum et comment évoluer, comment avancer, comment en sortir. Comment en sortir, manière, parce que on le redit, mais le but c'est pas du tout de faire un constat alarmiste, c'est plutôt apprendre du passé pour éclairer nos choix présents. En ayant en tête que finalement les choix du passé ne sont pas passés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des portes fermées. Les choix du passé, ce sont des bifurcations, des choix que nous avons faits à certaines bifurcations de l'histoire et que ces choix ils sont toujours potentiels actuellement. C'est-à-dire qu'on peut changer nos choix et changer notre futur. Donc on peut y réfléchir. On peut y réfléchir déjà. Donc Mmh. Le but vraiment c'est d'apporter des pierres humblement, parce que ni toi ni moi ne nous posons en spécialiste, en sachant. Voilà, on peut se poser plus en passionné, en émerveillé, en Gens qui réfléchissent, oui. en gens qui réfléchissent. De toute façon, oui. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est énorme. Déjà beaucoup à notre époque. Et qui ont à cœur d'apporter leur pierre à l'édifice de réflexion pour peut-être bâtir un futur autre. Donc on est au 4e épisode sur 12 épisodes, donc on va finir le premier tiers, donc on est vraiment encore au balbutiement. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose que je trouve vraiment intéressant et une période de fracture essentielle, c'est la période des Lumières. Alors Lumière avec des grands guillemets, parce que les lumières des uns sont l'obscurité des autres et vice versa. Quand il y a la lumière, il y a forcément de l'ombre. Ouais. Donc on verra quelle est cette ombre aussi. Ouais. Alors, oui, quelle est cette ombre? Qu'est-ce qu'elle dissimule cette ombre aussi surtout, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été passées sous le silence à ce moment-là. Je te propose de faire comme à notre habitude un petit récap des épisodes précédents. Oui, tout à fait. Donc on peut même commencer au début si tu veux rapidement. En quelques mots. C'est pas très compliqué. C'est pour remettre un petit peu les mots, parce que là on tire un fil depuis le début. Ce fil on va le tirer pendant 12 épisodes. Donc c'est bien aussi de savoir pourquoi on est parti d'aussi loin. De l'évolution de la vie. Et moi là ce que j'ai envie de dire simplement c'est que en fait c'était pour montrer que les microbes ont tout construit en fait, c'est les grands constructeurs de la biosphère en fait dans laquelle nous vivons et encore actuellement. C'est-à-dire c'est déjà une réflexion qu'aujourd'hui on fait 18e, on va arriver au 19e, c'est-à-dire ces microbes qu'on a placés au tout début de l'histoire en disant avec leur importance, on va les retrouver au 19e au moment où on va les découvrir en fait. Oui, alors ils étaient là mais on les a découverts et on va leur attribuer toute la misère du monde. Donc en fait c'est intéressant parce que le 18e c'est juste avant ça en fait. Bon ça c'était le premier épisode, donc la revalorisation un peu du monde microbien. Dans le 2e épisode ce qu'on avait placé c'était l'apparition de l'homme. Donc c'est là qu'on a notre célèbre larve psychopathe, dans le sens qu'on a posé 2 grands mots. Ça c'est la punchline. Il faut se prouver si je retiens autre seul truc, c'est la larve psychopathe d'Eric Ancelet. Non, disons qu'on avait posé un petit peu l'humain comme une espèce excessivement vulnérable, biologiquement parlant. Et donc on a posé des hypothèses comme toujours. D'une part la néoténie qui n'est pas une hypothèse, c'est-à-dire le fait d'avoir conservé des caractères embryonnaires à l'âge adulte. Une autre définition c'est un être inabouti mais qui peut se reproduire sous cette forme-là. Avec l'exemple de l'axolote. Et on peut vraiment, la néoténie c'est reconnu chez l'humain, donc comme si nous étions des êtres inaboutis, ce qui pourrait être une première bifurcation, si on a quelque chose encore à aboutir et à quel niveau. Voilà. Peut-être à un autre niveau que l'évolution biologique, c'est ça qui est intéressant dans notre discours. C'est une proposition. Néoténie et l'hypertélie. Alors l'hypertélie, j'avais défini ça comme un organe qui prend tellement de force et d'ampleur qu'il en devient, un handicap. Oui. Et donc c'est une hypothèse là, personnelle, comme le cerveau humain serait un cerveau hypertélique, c'est-à-dire mais en réponse à cette terreur existentielle. Et je pense qu'on aura à redéfinir tout ça.
Et on est arrivé au néolithique, donc il y a 10-12 000 ans, en posant la sédentarisation et la domestication comme des phénomènes qui auraient été un temps vraiment de bascule pour l'humanité, dans une autre forme d'humanité, et avec toutes les conséquences. Hein. Donc très vite, l'autodomestication, domestication animale, végétale, autodomestication. L'homme se domestique lui-même. Oui, oui. Ou on le domestique, mais j'aime bien parler aussi d'autodomestication. Oui, parce qu'on est complice de ça finalement. Et même, j'irais même jusqu'à dire peut-être un consentement à la soumission, à l'esclavage. Bon, je vais loin, hein, oui, mais ça demande à être redéfini. Et après, bien sûr, on va apparaître sédentarisation, on va voir apparaître les entassements, les villes. La thésaurisation. La thésaurisation, l'agriculture, bien sûr. Donc la thésaurisation, l'accumulation de richesses. Et derrière tout ça, très rapidement, une bureaucratie, des administrations, une armée, la monnaie, l'écriture. Et quelles sont les conséquences pour nous de tout ça dans ce grand saut qu'on va faire jusqu'au 18e. Donc je te rends peut-être la parole parce que je pense que depuis ces 3 épisodes jusqu'au 18e, il y a peut-être quelques étapes à poser rapidement. Il y a quelques étapes. Alors moi j'aime bien parce que, et c'est là où vraiment, c'est pour ça que ça fait sens aussi d'avancer ensemble dans ce travail. Autant on a des points sur lesquels on n'est pas obligatoirement d'accord, sans être, et ça c'est riche aussi, autant il y a des fondamentaux sur lesquels on se retrouve. Et là tu me mets 2 mots-clés, civilisation et esclavage. Et ce terme d'esclavage, souvent quand il est utilisé à l'époque moderne, on dit non mais l'esclavage il est aboli depuis très très longtemps et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est jubilatoire pour moi de rencontrer quelqu'un qui ose utiliser le terme esclavage, y compris pour décrire la période actuelle, c'est-à-dire de tout temps. Tout à fait. Tu associes les mots civilisation et esclavage. Avec un point d'interrogation si on veut. Ouais. Pour moi c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on vient de parler des premières cités, hein, Mésopotamie, etc. Bon, en Chine aussi. Et on s'aperçoit en fait que dans ce qu'on appelle civilisation, qui est un mot qui reste à définir aussi, si on veut, pour moi l'esclavage est omniprésent dans la civilisation, dans toutes les civilisations, et y compris, moi, pour arriver un peu vers aujourd'hui, dans la civilisation occidentale. Et quand tu dis que l'esclavage est aboli depuis très longtemps, c'est pas vrai, c'est 19e siècle, c'est très récent, et pour moi, il n'est pas aboli, enfin, il est aboli sur le papier. Oui, la forme a évolué. La forme a changé. Alors, si tu veux, on peut y revenir ou en parler déjà maintenant, mais il y a un fil conducteur qui va nous amener jusqu'à aujourd'hui avec la notion d'esclavage. D'accord. Alors, cette notion de civilisation, ça vaudrait peut-être le coup de la définir un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Alors ça c'est intéressant, tu vas voir, parce que il y a plein de mots qui vont ressortir là qui sont fondamentaux aujourd'hui et qu'on utilisera après. Donc il y a la civilisation et cette notion de progrès. Donc je voudrais, même si le progrès tel qu'il est défini dans le monde moderne, société industrielle, apparaît très tard en termes de termes, mais en fait, le terme apparaît très tard, mais en fait cette idée de progrès elle est là depuis le début. C'est-à-dire l'idée qu'on se fait de la civilisation, c'est toujours par comparaison à d'autres manière d'être au monde, à d'autres socialités. Et en fait, la civilisation se compare. Oui. Et on dit, voilà, il y a un progrès, c'est-à-dire on part des sauvages, des primitifs, qui sont toujours présents, puisque on va qualifier de primitifs les peuples premiers, etc. Oui. Donc des peuples qui n'ont pas évolué techniquement et qui ont un autre être au monde au niveau de la socialité, très intéressant quand même. Mais qui est qualifié négativement à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. S'il y a progrès, c'est que c'est négatif. Donc on laisse ça derrière nous. Alors c'est pas vrai, c'est toujours existant aujourd'hui, mais on laisse ça derrière nous. Donc les sauvages, les primitifs. Hein. Ensuite, on va avoir les barbares, hein, qui commencent à avoir un début de socialité, des chefs et compagnie, mais il n'y a pas de culture quelque part. Oui, c'est extrêmement rude et rudimentaire. Oui, c'est rude. Et puis il n'y a pas de culture. Voilà. Et il y a nous. Alors ça c'est très rapide, hein. Et on arrive à la civilisation. Et nous c'est en haut. Oui, bien sûr. Donc en fait on va justifier le progrès. Alors Darwin au 19e siècle, quand je fais juste une petite parenthèse, va donner des arguments à ces gens-là, biologiques, l'évolutionnisme biologique, parce que qui dit progrès dit évolution, des mots à remettre en question aussi, et on va justifier l'évolution sociale du primitif en passant par le barbare, le stade des chefferies, les tribus et compagnie, jusqu'à la civilisation. En justifiant ça parce qu'il y a une évolution biologique aussi. Tu vois, c'est l'évolution. Donc ça aussi, c'est à remettre, à mon avis, en question. D'accord. Et donc la civilisation, c'est l'ensemble des caractères qui définissent... c'est quoi? C'est la conjonction entre une culture, un pouvoir politique. Les mots, hein, civilisation, l'État, la culture, une société, c'est des mots très complexes à définir. Oui, archi complexes. Très complexes. Et même pour des gens qui sont des spécialistes, comme les anthropologues, les sociologues, ils se posent toujours des questions. Quelles sont les définitions? Surtout quand c'est des définitions, si tu veux, qui sont posées en revisitant le passé, comme ça nous arrange.
Tu vois, en disant, voilà, on va appeler civilisation, par exemple, les Aztèques ou les Chinois, mais est-ce qu'ils se définissaient, eux, comme ça? Oui. Qu'est-ce que les empires viennent faire là-dedans, tout ça? Pour moi, la civilisation, telle qu'elle se définirait, c'est aussi un mode de relation qui inclut une forme d'hospitalité, de générosité, dans le mot, dans le mot, civilité. Oui. Et pour moi, la civilisation telle qu'elle se déploie, elle est faite de colonialisme, elle est faite de conquête hégémonique, elle est faite de génocide, elle est faite d'esclavage. Donc c'est pas de la civilisation. Ah ben non, pour moi c'est pas civilisé ça, Oui. tu vois. Et donc c'est là qu'il y a des remises en question, il y a des réflexions à avoir sur tout ça, surtout quand on définira, peut-être aujourd'hui, peut-être au fil des épisodes, comment on peut dire qu'aujourd'hui on est encore dans une société, et donc une civilisation occidentale, esclavagiste. Ouais. Alors, on était parti un petit peu, on s'était arrêté presque à la cité antique d'une certaine manière. Ouais. Et puis pour aller jusqu'au XVIIIe siècle, il va y avoir quand même un petit peu de chemin. Quelques étapes, oui. Quelques étapes. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur l'étape des monarchies. En fait, les étapes qu'on va passer, comme on n'est ni l'un ni l'autre historien, et puis que de toute façon, on n'a absolument pas le temps, on imagine tous les gens qui ont vécu, par exemple, cette période-là, on va dire 10 000 ans, on va résumer, tous ces gens qui ont vécu dans le monde entier, des choses qui ont été mises en avant, les monarchies, les cités, les cultures, c'est la civilisation, et tous ces gens qui sont restés dans l'ombre. Voilà. Donc on ne va pas raconter tout ça, c'est pas possible. En fait, il faudra faire des raccourcis. En fait, ce qui est étonnant, c'est que de tout temps, il y a eu des monarchies apparemment. Apparemment, il y a eu des rois depuis le tout début, depuis la Mésopotamie. Et donc, que représente le roi? Je pense que c'est bien qu'on pose des questions sans y répondre forcément, rapidement. Oui. On va poser ça en se disant pourquoi il y a toujours eu des monarchies, c'est-à-dire pourquoi il y a toujours eu, si tu veux, un pouvoir centralisé. Oui, et puis basé sur la peur. Tu me mets une citation de Montesquieu que je trouve fabuleuse et qui 18e siècle. Donc. La monarchie est fondée sur la passion de l'honneur et le despotisme et s'appuie sur la crainte du peuple. Donc en fait, là c'est Montesquieu, ce que je veux dire, on est au siècle des Lumières. Oui. Donc c'est pas un vague complotiste qui a sorti ça de derrière les fagots, c'est-à-dire c'est défini comme ça. Oui. Et on va retrouver ce qu'on va retrouver aussi dans les civilisations entre guillemets modernes et laïques, non monarchiques si tu veux. On va retrouver cette notion que le souverain, que ce soit un roi, un tyran, un empereur, etc., est quelqu'un qui à la fois va exercer une violence, une soumission, un contrôle, il va exercer une violence et en même temps il va dire mais en échange de ça je vous protège. Donc c'est toujours ce jeu-là. Mais oui, c'est sécurité versus obéissance versus sécurité. Ouais. Donc obéissance pour de la sécurité. Oui. Et on abandonne sa liberté. Ah complètement. C'est ça l'équation quoi. Complètement. C'est abandonne moins la liberté égale obéissance plus sécurité. Quoi, absolument. Et en fait, déjà, on retrouve ça depuis toujours. Dans toute la civilisation, toutes les civilisations, on a un pouvoir, si tu veux, qui exerce vraiment. Parce que là, après, il y a la notion d'État qui apparaît beaucoup plus tard. Est-ce que les Aztèques, c'était un État, un empire, peu importe. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est ce qui se cache derrière les mots. Et donc, ce monarque qui est au départ, ce roi, si tu veux, ou l'empereur, il est de droit divin quelque part. Il est le représentant du divin sur terre, divin, sacré, c'est pas synonyme. Il est représentant sur la terre et donc c'est quelqu'un qui est tabou quelque part, qu'on n'a pas le droit de toucher, de regarder, qui possède tout, qui exerce un pouvoir. Donc une collusion dès le départ entre le religieux et le pouvoir. Et au XVIIIe siècle, on va avoir une séparation là. Oui. Mais est-ce que vraiment on s'est séparé de ça? Oui. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Le XVIIIe, c'est ça. On sépare l'État, la religion, l'Église et l'État, on sépare le pouvoir législatif, exécutif et juridique. Oui, l'enfant se sépare du père, il relie le père d'une certaine manière. Et on dit ça y est, on s'est libéré, on s'est affranchi. Alors qu'en fait, ça va continuer, avec des pouvoirs centralisés, etc. Que ce soit il y a encore beaucoup de monarchies, y compris en Europe, il y a encore énormément de monarchies. On sait que c'est plus eux qui dirigent le pays. Ouais, c'est une petite décoration qu'on met sur la cheminée. Voilà, c'est une représentativité, plus ou moins de droits divins, etc. Et on va voir derrière ça des gouvernements effectivement qui se mettent en place avec toujours les mêmes notions, soumission, coercition, en échange d'une forme de sécurité. C'est marrant ce que tu dis, excuse-moi je te coupe, parce que pendant que tu parlais, ce qui me vient à l'idée c'est que finalement, coercition et sécurité, c'est les deux facettes de la même pièce. C'est-à-dire qu'il y a la séduction de la sécurité, et si cette séduction ne suffit pas à faire accepter la perte de liberté, alors à ce moment-là, on met de la coercition dessus. De toute façon, dans la notion, si tu veux, disons pas de civilisation, mais dans la notion d'État, il y a la violence. C'est-à-dire la violence, pourquoi? Parce qu'il y a un monopole de la violence légitime.
Et ça, depuis le début, dès qu'il y a... Monopole de la violence légitime. Monopole de la violence légitime, avec au fil du temps, apparition très vite, d'armées, de métiers et de police. Oui, donc violence légitime au sens où en temps de guerre ou quand c'est l'armée, on a le droit de tuer, on a le droit de... Et même en temps de paix, entre guillemets, c'est-à-dire que, si tu veux, qui a le droit d'exercer une violence, même létale, sur le peuple? Qui est armé déjà. Alors on a désarmé le peuple, ça c'est encore une autre histoire. Oui, voilà, on pourrait y revenir, mais c'est de la folie. Mais on a, si tu veux, des forces de coercition qui sont énormes, à travers la justice peut-être, mais surtout la police et l'armée. On va voir, c'est des exemples excessivement récents, ça s'est passé il y a quelques mois, quelques années, où on va avoir une force qui va s'exercer sur des populations non armées, y compris des femmes, des enfants, des vieillards, des handicapés, etc. Des forces avec des armes qui sont quasiment létales. On peut tuer quelqu'un. Tout ça, pourquoi? Parce que le peuple proteste. Il n'y a même plus le droit de protester contre quoi que ce soit. Alors ça, c'est l'exercice de la violence légitime. Derrière ça, l'État va mettre en place une bureaucratie avec des institutions, on l'a dit tout à l'heure, qui va lui permettre de contrôler. Parce que, regarde, tu prends un souverain qui est dans son temple, dans son palais, et qui, plus tu t'éloignes, moins il a de pouvoir. Ouais. Il va avoir du pouvoir quasiment sur ce qu'il voit depuis son donjon. Oui, exactement. De vie et de mort sur ceux qui sont près de lui. Mais tous ceux qui sont loin... Ouais, ils se barrent à quelques kilomètres dans la forêt et puis basta, ils font leur vie. Oui, ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Et donc ils sont dans une forme de liberté. C'est bien, moi je suis pour la monarchie finalement, parce que tu as quand même des endroits où tu peux te barrer, quoi. Absolument. Alors qu'actuellement, c'est Sauf très difficile. que même les monarchies vont mettre en place des bureaucraties, donc des institutions qui sont des institutions qui permettent, si tu veux, par exemple, le recensement. Donc des relais d'une certaine manière. Mais bien sûr. Qui leur permettent d'exister plus loin. Bien sûr. Et d'exercer un pouvoir, que ça peut être pour les impôts, pour la conscription, pour des recensements, l'homogénéisation très importante. Par exemple, des poids et mesures, des langues. On fait disparaître toutes les langues locales. On a une langue unique parce que c'est ça qui permet de contrôler. Si tu parles pas la même langue, tu envoies des gens qui viennent de la capitale, tu envoies des gens qui ne parlent pas la langue, et tu vas dans un pays où il n'y a pas la même mesure pour peser et mesurer, qu'est-ce que tu peux faire? Donc on homogénise, c'est un contrôle. Donc tu fais partie de ceux qui pensent que la tendance vers la mondialisation et l'uniformisation est une extension du pouvoir de coercition. C'est bien ce qu'on essaye, je pense. Ça fait partie du fil qu'on essaye de tirer jusqu'à aujourd'hui. Et avec le constat où on en est aujourd'hui, qu'on fera à un moment donné forcément, et comment en sortir, tu vois? Parce que ça a l'air d'être le progrès, l'évolutionnisme, tu vois, on passe de stades successifs, voilà, tout ce qu'on a dit avant. Une croissance, voilà. Voilà. Et nous, on est le sommet de ça, et on est quasiment le climax social, tu vois? C'est-à-dire, on est l'aboutissement, en fait, il n'y a rien de mieux. Voilà. Et on peut s'apercevoir que les bifurcations, elles existent toujours, c'est ce que tu disais au début. Voilà. Donc les monarchies, oui, en tant que représentants du pouvoir, mais tu verras, on pourra parler de ça une autre fois, je pense, mais même chez les peuples qui sont jugés aujourd'hui comme ayant été ou étant égalitaires, ils sont quand même soumis à quelque chose qui est le monde des dieux, des esprits, des ancêtres, des morts. Il y a toujours cette... Pourquoi on a cette tendance à toujours... Pourquoi des rois? Pourquoi on a besoin en permanence d'avoir des gens au-dessus de nous? Pour moi, ça, au départ surtout, je pense, quand je dis pour moi, c'est important, je le répète beaucoup, parce que je ne me pose pas comme un expert qui a la vérité. Il y a une hypostase du divin, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un représentant du divin, avec un pouvoir énorme, mais qui est un humain incarné, en fait. Oui, c'est l'humanisation de la foi. Ouais, du divin et du sacré. Et pour la monarchie, ce sont les héritiers qui reprennent il n'y a pas d'élection, voilà. Donc c'est pareil. Il y a une récupération humaine d'un mouvement profond chez tous les humains vers le sacré. Oui. Un appel vers le sacré chez tous les humains, quelle que soit la forme. Mais voilà. Et il y a une récupération humaine entre temps qui, hop là, attendez, mais le sacré c'est moi. Le sacré, et qui se pose en intermédiaire finalement. C'est ça, et qui va abuser, évidemment. Oui, parce qu'il va avoir l'apanage du sacré, qui va dire, je suis le représentant du sacré. Exactement. Dieu m'a dit. Mais regarde, aujourd'hui, on va dire, on ne va pas parler du sacré, ils vont parler de la loi. Tu vois, ils vont dire la loi, mais c'est la même chose. Oui. C'est quelqu'un qui définit ce qui est bon et ce qui est mauvais, en fait. Oui. C'est très moral aussi. Donc voilà, donc ça c'est intéressant au niveau des monarchies de voir qu'on est toujours dans des régimes comme ça, quelque part. Alors tu m'as parlé tu as un mot qui ressort aussi beaucoup, qui va nous être très utile, c'est l'humain cinégénétique. Cinégénétique. Cinégétique. C'est pas ciné, on va pas au moment, on va pas du cinéma pour voir de l'IMAX 4D là. C'est ciné, C-Y-N-E. Ouais, mais cinégétique, hein, pas génétique. Cinégétique, pardon. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans la réflexion. La cinégétique, c'est la chasse. C'est la chasse.
Une activité si génétique, c'est une activité de chasse. Et en fait, j'ai eu une réflexion extraordinaire avec un homme que j'aime beaucoup, Grégoire Chamaillou. On en avait parlé dans une de tes vidéos, c'est lui qui avait écrit sur les corps-villes. Ouais. Et donc, on va retrouver les esclaves encore, hein, etc., etc. Et en fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les chasses à l'homme. Et il montre que depuis le tout début, le pouvoir, les hommes au pouvoir, que ce soit des rois, des dictateurs, des tyrans, tout ce que tu veux, des oligarchies, tout ce qu'on veut, parce qu'on passe par tous ces stades-là, ont pratiqué des chasses à l'homme, qui peuvent être des chasses de conversion, par exemple les missionnaires, qui, si tu veux, on va chercher les gens, on essaie de les convertir, etc. Mais bien sûr aussi des chasses à l'homme, par exemple les juifs, hein, l'extermination des juifs, donc des génocides, on cherche les gens, ce sont des chasses d'extermination. D'accord. Et donc il peut y avoir aussi des chasses aller chercher les gens pour la conscription. Ça peut être faire la chasse aux pauvres. Ça s'est pas produit ça hein, au XVIIe siècle, au moment des enclosures. Hein. D'accord. Donc en fait, cette chasse à l'homme, aujourd'hui, par exemple. Chasse à l'étranger, dès qu'il y a des mouvements politiques. Les migrants. Les migrants. Dès qu'il y a un mouvement politique, de toute façon, c'est l'étranger, c'est celui qui n'est pas conforme, qui va être le premier. C'est les proscrits. Et avec une espèce d'exutoire hein, dans la chasse. Hein. Oui, mais il y a une chasse, regarde, la police exerce une chasse à l'homme. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est bien, quand il y a des crimes et tout, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Je ne vais pas te dire c'est bien. Ne me fais pas dire, ne me prête pas des propos. Je ne suis pas certain que ce soit bien, il faudrait vraiment une longue réflexion. Non, mais on est d'accord Thierry, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut pas dire que, si tu veux, certains hommes ont besoin peut-être, d'être maîtrisés et tout ça, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bref, c'est vraiment un autre sujet. Là, on parle de chasse à des proscrits ou des gens qui ne sont pas dans la loi. Mais c'est quoi alors la loi? Tu vois, c'est quelqu'un qui peut-être considère que certaines lois ne sont pas légitimes. Oui, donc ça va en considérant que la loi n'a rien d'immuable, c'est pas quelque chose qui est inquestionnable, la loi, puisqu'on la voit évoluer, la loi. Ce qui était loi avant ne l'est plus, ou réciproquement, ce qui n'était pas loi devient loi. Comme les théories, oui. Voilà, donc effectivement, un hors-la-loi aujourd'hui sera dans la loi demain, peut-être, et réciproquement. Peut-être. Mais tu vois, par exemple, je parle de chasse à l'homme, et chaque fois je suis choqué par le fait qu'on parle toujours d'hommes. Mais parlons de la chasse aux femmes. Regarde dans les conquêtes, il y a toujours là aussi l'acquisition de femmes, d'enfants, d'esclaves, etc. Mais je pensais surtout aux sorcières là. On va arriver dans ces siècles, soi-disant de lumière, où on est encore dans la chasse aux sorcières. Donc là, c'est la chasse aux femmes, mais on en a en 2, 3 siècles, 4 siècles, je ne sais pas exactement, on en a brûlé peut-être 10 000. Oui, c'est vrai que la chasse aux femmes, je te raconte une anecdote, mais par chez nous, on a une fête qui est assez traditionnelle, qui s'appelle la fête de l'ours. Alors, tu as les hommes qui se déguisent en ours dans les rues, donc tous les enfants y vont, c'est très, très joyeux. Et il y a quelque temps, il y a un ancien qui m'a expliqué l'origine de la fête de l'ours, qui est beaucoup plus sordide que ça. Il m'expliquait qu'en fait, c'était un jour où les hommes se mettaient des têtes d'ours, comme ça, pour commémorer les attaques de l'ours. Et ce jour-là, en fait, ils avaient le droit de violer les femmes, puisqu'ils avaient la tête de l'ours sur eux, et ils entouraient les femmes et violaient les femmes, ils disposaient d'elles. Il y a un siècle ou deux, hein, mais il n'y a pas si longtemps. C'est pas si longtemps que ça. C'était la chasse aux femmes. C'était la chasse aux femmes, et ces jours-là, les femmes, elles devaient se planquer, en particulier les jeunes vierges, parce qu'ils repéraient les jeunes vierges, et ils allaient les violer. Et tu te dis, mais c'est fou. Rappelle-toi ce qu'on a dit dans une vidéo, c'est qu'on a fait un lien dans l'écoféminisme, entre le viol, entre guillemets, non pas entre guillemets, de la nature. Oui. J'aime pas, tu sais que le mot nature, je le remets beaucoup en question, mais je crois qu'il parle, et le viol des femmes, c'est la même chose. Donc en fait, le pillage des ressources, etc., voilà. Oui, ça tient de la même tu vois, regarde, on parlait d'esclavage, l'esclavage sexuel aujourd'hui, la prostitution, etc. Bon, l'esclavage n'est pas aboli. Donc tu vois, tout ça, on a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Alors, donc c'est l'homme synégétique, hein, donc cette aspiration à la chasse humaine, chasse d'animaux. Chasse à l'homme. Ouais, et puis chasse les animaux, bien sûr, mais la chasse à l'homme, c'est-à-dire que le pouvoir, à travers sa capacité coercitive, c'est-à-dire le fait qu'il a si tu veux, le monopole de la violence légitime, à travers ses armées, sa police, etc., va pratiquer des chasses à l'homme. Voilà, avec un pouvoir en disant, voilà, tel peuple, c'est un peuple voilà, qui ne mérite pas de vivre, on a connu ça. Et c'est toujours d'actualité, par exemple, avec les migrants. Donc c'est important cette histoire de chasse, on y reviendra. C'est essentiel, mais de poser des mots comme ça qui sont forts, dans une période où
on est sur du mou langage, quoi, d'une certaine manière. Tu vois, il faudrait pas parler de ça. On utilise des mots édulcorés, tu vois, tout rond et tout, pour cacher une réalité sordide, réellement sordide. Donc j'apprécie beaucoup. C'est une novlangue. Ouais. On en avait parlé aussi, moi j'adore ce terme de Günther Anders, qui est un philosophe du XXe siècle, que j'adore. Günther Anders parlait de terreur douce. C'est-à-dire que quand on va faire la chasse aux gens qui continuent à vouloir pratiquer l'instruction en famille, par exemple, c'est de la chasse à l'homme. Oui, c'est-à-dire on désigne des gens qui sont des proscrits quelque part, qu'on considère comme hors la loi. On va leur enlever leurs enfants parce qu'on les considère comme incapables d'élever leurs enfants. C'est une chasse. Il faut le voir comme ça. C'est une chasse à l'homme. Oui. Et le fait de poser des mots clairs dessus permet au moins d'appréhender le problème, de le reconnaître pour ce qu'il est. Et c'est vrai que l'une des grosses difficultés actuellement, c'est qu'avec cette novlangue, mais finalement, les gens n'ont même plus la ressource de pouvoir se définir dans le préjudice qu'ils subissent réellement. Exactement. Quoi. Alors, tout ça, ça conduit à cette notion centrale d'esclavage. Oui, l'esclavage, c'est omniprésent. Tu me disais, des premières cités aux premiers empires, et puis jusqu'au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Oui. L'esclavage moderne, il a pris d'autres formes. On va être obligé à un moment de parler de la notion de dette, il me semble. Alors, depuis l'esclavage pour dette existe depuis 5000 ans. À 5000 ans. Oui. D'accord. C'est-à-dire, en fait, à une époque, si tu veux, quelqu'un qui s'endettait, pour une raison ou pour une autre, ça pouvait être une dette. Effectivement, la monnaie, les biens n'avaient pas la même connotation à l'époque, mais par exemple, ça pouvait être quand même des dettes de quelque chose qui avait été prêté, qui ne pouvait pas être rendu, ou des dettes de sang. Hein, voilà. Tu pouvais avoir le pouvoir, enfin, en échange pour payer ta dette, excuse-moi, tu pouvais donner à un de tes enfants, ta femme. Et donc, ou toi-même, te réduire en esclavage. Alors, ces enfants, ces femmes étaient... là, on est quand même dans l'Antiquité. Hein, étaient, si tu veux, devenaient des serviteurs, hein, pas des esclaves. Oui, c'est de l'esclavage pour dette, mais ils n'avaient pas été achetés, conquis dans une guerre. À partir du moment où on t'impose quelque chose que tu n'as pas choisi, c'est de l'esclavage. Et ça concerne les pauvres, puisque c'est des gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc, en fait, l'esclavage pour dette existe depuis toujours. Parce que moi, je prétends, à travers des lectures aussi, bien évidemment, hein, que aujourd'hui, énormément de gens sont esclaves pour dette. Pourquoi esclaves? Parce qu'ils sont obligés de vendre leur force de travail en faisant des fois des métiers vraiment sans intérêt, voire nuisibles, en tout cas qui, eux, ne les intéressent pas, pour simplement parce qu'ils sont obligés, payer leurs dettes. Ils doivent rembourser. Voilà. Donc l'esclavage pour dette existe depuis 5000 ans. Hein. Oui, 5000 ans. Quand on pense civilisation, moi, de par mon orientation aussi, plutôt santé naturelle, naturopathie, il y a une chose qui vient immédiatement avec la notion de civilisation, c'est aussi la notion de maladie. Un terme qui doit être encore redéfini, hein, mais maladie systémique. Hein, alors, ce qu'on appelle une maladie systémique maintenant, c'est une maladie qui serait mondialisée, qui serait vraiment... j'en parlerai volontiers aujourd'hui, tu vois, du maladie systémique, à travers, par exemple, toutes les pathologies métaboliques sur lesquelles on reviendra plus tard. Hein. Là, ce que j'avais envie de poser à travers ta question, hein, dans les siècles qui nous séparent du 18e dont on est censé parler aujourd'hui, peut-être qu'on n'en parlera même pas, peut-être. On posera juste, si tu veux, le fait, voilà, on en est arrivé au 18e, et on va quand même définir ce qui s'est passé. Mais bon, pour moi, le lien entre, puisqu'on aura tout un épisode sur les épidémies, hein, l'idée c'est de poser, est-ce qu'il y aurait un lien entre les épidémies, en dehors de la cause microbienne, soi-disant, ou s'il y a cause microbienne, pourquoi l'activation microbienne, un lien entre justement la civilisation avec l'entassement. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui 80% des gens vivent dans des villes. Même plus, c'est en train d'augmenter à toute vitesse. Ça augmente, on va friser bientôt les 90%. Voilà, avec donc, petite parenthèse, des gens qui n'ont plus accès vraiment au silence et à l'obscurité. Et à la lenteur, c'est important pour moi tout ça, parce que ça fait partie de la santé. On va avoir on va dire qu'on est 8 milliards, certainement plus maintenant. Il y en a peut-être 2 ou 3 milliards qui vivent dans les bidonvilles, à la périphérie des cités. Donc en fait, est-ce qu'il y aurait un lien, on pose la question, moi évidemment j'en suis persuadé, entre le mode de civilisation, avec ce pouvoir coercitif, des inégalités qui se creusent à une vitesse absolument incroyable, donc beaucoup de pauvreté. Hein, beaucoup de pauvreté. Cet entassement aussi qui permet le contrôle. Bien sûr, l'entassement. Mais l'entassement, si tu veux, il a commencé dans les premières cités avec aussi des domestications néolithiques. Et donc oui, on se rapproche des animaux, on devient tout proche, il y a un échange microbien. Ça peut passer par des crises existentielles. Pour moi, ça, c'est pas un problème. Le problème, si tu veux, c'est quand ça prend une ampleur énorme. J'ai noté ça parce que c'était important qu'on fasse nos étapes vers le 18e, 14e siècle, la grande peste noire.
la peste, c'est une vraie peste celle-là. Hein. Il y a des maladies qu'on a appelées des pestes, on y reviendra plus tard, qui n'étaient pas de la peste, au sens de ce microbe-là. En Europe, on voit disparaître 30 à 50% de la population européenne de l'époque. Ah oui, quand même. Ouais, au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Et tu te dis, ouais, oui, mais voilà, les microbes, ça y est, au XIXe, on va dire, la peste, c'était des microbes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces siècles-là où il y a eu des épidémies? Pourquoi d'un seul coup, il y a on cette a des activation. extinctions de masse, comme on en a eu aussi pour les animaux tout au long de l'évolution du vivant, il y a eu des extinctions. Pour moi, 30 à 50% de la population européenne qui disparaît en quelques années, c'est une extinction de masse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'aimerais évoquer, peut-être pas aujourd'hui, plus tard, parce qu'autrement on ne va pas arriver à avancer, si tu veux, le fait qu'il y a eu la guerre de 100 ans, il y a toujours des guerres, il y a toujours des armées qui circulent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des famines qui sont des fois provoquées. Hein, par du pillage ou par des... Voilà. Donc en fait, est-ce qu'il y aurait un lien entre notre manière d'être au monde, notre manière de faire société, de considérer les gens, les uns avec... Tu vois, dans les sociétés dites primitives, dites égalitaires, tout terme qu'on reprendra, hein, quand ils avaient des biens, ça pouvait être des choses personnelles, d'accord, on va parler de propriété privée aussi, ça pouvait être des choses personnelles, tu possédais tes armes, tu possédais... Mais en fait, tout ce qui était indispensable à la vie était repartagé. D'accord. Était commun. Était commun. C'est-à-dire, tout ce qu'on produisait pour se nourrir, par exemple, c'était commun. C'est-à-dire, tout le monde avait un abri, tout le monde mangeait. Après, qu'il y ait plus de... Après, c'était aussi des choses qui étaient faites pour être échangées. Tu vois, ces biens-là. Donc, si c'est échangé, c'est pour faire socialité. Si je te fais un cadeau, donc c'est pour créer du lien. C'était pas de l'accumulation en laissant les 3/4 de l'humanité dans la pauvreté. Je ne saurais pas dire aujourd'hui le pourcentage de gens dans le monde qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais c'est énorme. Hein. Le seuil de pauvreté, c'est $1 par jour, hein, pour vivre. Il y en a énormément. Alors qu'on est dans une société soi-disant prospère, une civilisation arrivée au sommet. Ce que tu partages là, ça me fait venir une réflexion, c'est que ces sociétés dites primitives, qui existent toujours à l'époque actuelle, ça veut dire que ce sont des civilisations qui ont perduré dans leur forme. J'appellerais peut-être pas ça des civilisations. Mais en tout cas, c'est des formes d'être au monde qui ont perduré. Oui. Alors qu'à l'inverse, les civilisations au sens occidental du terme, elles s'effondrent et elles se succèdent. C'est vrai. Est-ce que quelque part, leur sobriété, leur simplicité n'est pas le gage de leur permanence? Enfin, tu vois ce que je veux dire? De comparer un modèle d'être au monde qui finalement, on se fout d'eux parce qu'on dit « Ah, ils ne sont pas évolués », ainsi de suite. Oui, mais ils sont toujours là. Alors que nous, finalement, on est allé de crise en crise, en crise, en crise, en crise, en crise, avec des extinctions de masse et ainsi de suite. Il y a un mot-clé dans ce que tu as dit, vraiment, je pense, c'est la sobriété. Parce qu'en fait, on pourrait presque dire que les gens qui sont libres, alors, hein, c'est des grands mots quand même, hein, mais on peut définir la liberté aussi. Hein. Les gens qui sont libres sont des gens qui, en général, sont beaucoup plus simples dans leur relation au monde et beaucoup plus sobres. Parce qu'en fait, l'esclavage, on a parlé de l'esclavage moderne, moi je voudrais poser l'esclavage salarié, j'aimerais poser l'externalisation de l'esclavage. Non, il n'y a plus d'esclavage en Europe, bien sûr, mais les gens qui sont dans les mines en Afrique, va au Portugal et ainsi de suite. Déjà, même en Europe, en Europe, même à Paris, on sait qu'il y a du travail de clandestin, mais c'est comme ça, dans des conditions qui sont et en Europe, uniques. En Espagne, etc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc on a bien cette notion-là. Et en fait, on a face à ça un consumérisme qui est une forme pour moi des addictions, un consumérisme. Parce qu'en fait, même chez les peuples dits primitifs, parce que le mot... On a quand même un petit peu une violence systémique chez l'humain. Il y a quand même une tendance à la violence, mais après qui prend différentes formes. C'est un sujet très complexe. Donc oui, cette sobriété existe dans les peuples dits premiers qui en général n'accumulent pas. Et c'est pas seulement, même sédentarisés. C'est-à-dire, c'est pas seulement parce qu'ils sont... Oui, même sédentarisés, ils gardent des pratiques de reset réguliers. Oui, ou de redistribution. Et tu sais, quand on dit les civilisations s'effondrent, oui, c'est vrai, toutes les civilisations sont effondrées, il y a des cycles comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qui se passe entre les civilisations et pourquoi les civilisations s'effondrent. Parce qu'on a dit le climat, bien sûr, les guerres, l'absence si tu veux, de pays amis. Enfin bref, il y a plein de raisons qui sont données pour l'effondrement des civilisations. Il y en a une que j'aime bien, moi, c'est qu'un jour, les gens se disent, bon, on en a ras-le-bol du tyran, là. Et donc, ils se cassent, tu vois, ils se tirent. Tu sais, dans la définition qu'on peut donner de la liberté, il y a
possibilité de se tirer, Prendre le maquis, quoi. de fuir, de changer d'air, quoi. Et moi j'aime bien dire de changer d'air aussi, voilà. Et en fait, tous les historiens, les anthropologues jusqu'à aujourd'hui ont posé que entre les civilisations, où il y avait des rois, des empereurs, c'était les âges sombres, le chaos. Mais pas du tout, en fait. L'anarchie. Oui. L'anarchie. Les poseurs de bombes. Les gens se barraient, ils s'éloignaient, il y avait de la place, ils se barraient et ils vivaient très très bien entre deux. Et si tu veux... Oui, un roi tout seul, sans personne pour lui obéir, c'est plus un roi. Voilà. Même s'il a une bureaucratie, même s'il a une armée. Si tu veux, à un moment donné, les gens peuvent aller suffisamment loin pour se réorganiser. Et en fait, c'est ce qui se passait dans beaucoup de civilisations. Aujourd'hui, le problème, c'est la mondialisation, le problème, c'est les moyens de coercition, le contrôle à travers le numérique, l'intelligence artificielle, tout ça, le drone et compagnie. On a beaucoup plus de difficultés, si tu veux, à partir quelque part. Mais c'est toujours possible. On peut toujours prendre le maquis. Il y a encore des espaces où on peut vivre différemment. Ils sont de plus en plus étroits. Oui, et on peut de plus en plus être chassé dans ces endroits-là. Mais si on est suffisamment nombreux à le faire... Oui, c'est ça la question. C'est la question. Combien est-on à déserter? Déserter tout seul, t'es une cible et t'es mort. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plein de révoltes d'esclaves. Parce qu'on parle des esclaves, les pauvres. Oui, les pauvres. Mais il y a eu plein de révoltes. Plein de révoltes. Ce que je veux dire, c'est que toute la civilisation s'est basée sur l'esclavage, avec après la société industrielle aussi. Mais les esclaves se barraient. Hein. Les nègres marrons, tout ça, ils allaient dans la forêt, etc. Mais de tout temps, il y a eu des révoltes. Sauf que il y a des répressions qui sont de plus en plus terribles. Et elles ont toujours été terribles. Oui, la répression est inhérente à cette forme de gestion de la population. Oui. La répression, c'est le mot qui va revenir le plus. Dans tous les États, les civilisations. Esclavage. Ouais. C'est quand même un mode d'être au monde qui est basé sur la violence faite à autrui. Absolument. La première définition de l'État. Il y a à peu près 3 définitions. Tous les États, l'État, quoi. Il y a plusieurs choses qui peuvent le définir, mais elles ne sont pas toutes réunies tout le temps. Tu vois, c'est-à-dire, tu as la légitimité de la violence, ok. Tu as la bureaucratie, c'est vachement important, parce que la bureaucratie permet de contrôler. Hein, voilà. Et le charisme, c'est-à-dire le fait que tu as des champions, des héros. Je vous ai compris, oui, c'est ça. Avec vous, toujours ensemble. Vous êtes ma force. C'est ça. Des gens qui ont du charisme et qui vont s'affronter. Donc au Moyen-Âge, pendant la féodalité, c'était les seigneurs qui s'affrontaient dans les tournois. Aujourd'hui, c'est les élections. Mais c'est du combat des chefs. Tu vois. Et ça fait partie de l'État. Sauf que dans le combat. J'ai toujours été fasciné de voir des gens aller applaudir un gars qui fait un discours comme ça. Pour moi, c'est extraordinaire. Ouais, sauf qu'il y en a certains qui sont appelés Mussolini, Hitler. Oui, mais même sans s'appeler Mussolini, Staline. Hitler, je pense que la folie du pouvoir touche tous les dirigeants, de toute manière. Le pouvoir corrompt par essence. Pour moi, de toute façon, on n'est pas fait pour avoir le pouvoir sur autrui, de toute manière. Et c'est fascinant de voir des personnes, pour moi, abandonner toute forme de libre arbitre, être dans une forme alors, je suis désolé le terme, mais de puérilité de base, tu vois, et puis avoir leur champion, et puis porter leur petite casquette, leur petit bandeau. Eh les mecs, vous avez quel âge là? T'as 50 balais, quoi, c'est bon, arrête avec ton t-shirt, arrête, t'es ridicule, quoi. Et c'est fascinant, de voir. Et donc, ça revient à la première question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin à ce point-là de chef? Pourquoi est-ce qu'on a besoin à ce point-là d'obéir? Pourquoi est-ce qu'on est servile à ce point-là? Dans la réflexion, ça aboutit à cette notion d'autodomestication, de consentement à la soumission, je dirais presque une manière de s'auto-esclavagiser, quoi. Et c'est vachement interpellant, parce que à partir du moment où ça pourrait vouloir dire que l'humain a besoin de sentir autour de lui une force, qu'on va appeler le sacré, par exemple, mais qui peut être constitué chez les animistes, les esprits dans la nature, les animaux, les plantes, tout le monde a un esprit, une âme, mais il y a des forces quand même. Il faut dialoguer avec les maîtres des animaux, les maîtres des lieux, les maîtres des sources, les maîtres des arbres. On dialogue avec eux en permanence. On vit avec et on dialogue. Mais il y a en même temps une forme de crainte de ces forces-là. Et donc à partir du moment où un humain va dire « oui, mais moi, c'est moi qui représente ces forces-là maintenant », l'humain a tendance, je pense, depuis la nuit des temps, donc c'est peut-être ça notre évolution au-delà de l'axolote, c'est de plus avoir besoin de cette terreur existentielle qui nous pousse à nous soumettre à des gens qui, en plus, ne nous amènent que des C'est pour ça que moi, je retombe sur mes pattes. Je pense, comme dirait Malraux, que la prochaine évolution est une évolution spirituelle, parce que je pense que si on parle effectivement de dépasser cette peur existentielle,
c'est pas une évolution physique qui va nous le permettre, c'est une évolution spirituelle qui va nous le permettre. Et effectivement, on ne peut pas s'en affranchir tant qu'on a la peur. C'est mettre les choses à l'envers, tu vois, d'une certaine manière. Je pense que ça sera presque, c'est en tirant notre fil là, d'un épisode à l'autre, on va arriver à ça, Thierry, forcément. Il y a notre question finale. D'ailleurs, voilà, c'est en finir avec les peurs. La suite de ton livre, En finir avec Pasteur, c'est en finir avec la peur. Oui, il viendra peut-être ce livre. Parce que Pasteur n'est qu'un pion dans l'échiquier de la peur. Bien sûr, c'est ce qu'on verra justement. C'est pour ça qu'on a fait tout ce travail préliminaire avant de reparler de Pasteur. C'est-à-dire que l'utilisation de la peur est une arme du pouvoir, on l'a dit dès le début. Donc voilà, en échange de la sécurité ou du bien-être ou de la consommation, etc. etc. Mais il y a toujours cette peur derrière. Et je pense que si on ne la comprend pas, jusqu'au début de la vie, le début de l'apparition de l'humain, si on ne comprend pas cette peur, on ne peut pas la dépasser. C'est ce qu'on essaye de faire à travers nos épisodes, pour arriver à la dépasser justement. On avait prévu là, à ce stade de cet épisode, de poser quelques jalons très rapides. Oui. Très rapides. Voilà, ça peut être rapide maintenant. On en a déjà parce qu'on y reviendra. On en a déjà posé beaucoup, on y reviendra. Bon, la féodalité, la notion de féodalité au Moyen-Âge. Alors écoute, là je pense qu'on va passer assez vite. 476 à 1492. Oui, alors 476 c'est la chute de l'Empire romain. Et 492 c'est la découverte. D'ailleurs il n'a pas découvert les Amériques, il est arrivé à Hispaniola, Christophe Colomb, mais bref. Et donc c'est ce que je vais appeler l'expansion ultramarine, c'est-à-dire les colonisations des Amériques, avec tout ce que ça entraîne derrière. On va passer vite, parce qu'on a 1000 ans d'histoire, c'est très long, il y a des rois, il y a la féodalité, il y a des seigneurs. Combat des chefs, les petits tournois. Oui, les tournois. Avec les casques ridicules, avec les plumeaux, là. C'est un truc de coq. C'est un combat de coq. T'as vu à quel point les chevaliers ressemblent à des coqs? Mais c'est les héros. Ah ouais, c'est... Et donc, mais eux, si tu veux, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la chasse et la guerre. On a vu que l'humain aimait la chasse. Mais en fait, finalement, oui, il y a des cerfs. Il y a des cerfs, les cerfs, je crois qu'on dit des cerfs. Mais si tu veux, c'est sur des territoires qui sont mal contrôlés. C'est-à-dire ce pouvoir plus ou moins centralisé, il a très peu de contrôle, il n'y a pas de bureaucratie. Les mailles du filet sont très lâches. Mais oui, il n'y a pas de bureaucratie. Tu vois, les seigneurs, ils n'en ont rien à foutre, on leur paye tribut, c'est ce qu'on appelle des sociétés tributaires, esclavagistes, tributaires. Voilà. Mais les mecs, finalement, qui sont dans la... Je dis pas qu'ils ont la vie belle, c'est pas ce que je veux dire. Mais finalement, ils sont assez libres, tu vois. Oui, ils bricolent. Ils vont glaner, ils vont glander. Glander, ça veut dire chercher des glands. Oui, je sais. Ouais. Ça, on mettait les choux à glander, donc c'est pour ça qu'on... mais si tu veux, ils sont pas vraiment... ils sont assez libres, finalement. Mais payent tribut, d'accord. Puis tribut, ils sont enrôlés quand il faut faire des croisades, tout ça. On va passer cette période-là qui est très très longue, mais où finalement, si tu veux, le deuxième aspect de l'État, c'est-à-dire la bureaucratie, n'est pas très présent. Donc c'est après que ça commence. C'est à partir de 1492, donc la fin du XVe siècle, et le XVIe siècle, donc ce qu'on appelle la première modernité, avec la colonisation notamment des Amériques, parce que le commerce avec l'Est, avec l'Asie, Marco Polo et compagnie, se fait depuis longtemps. Mais il va y avoir un phénomène, quelque chose d'extraordinaire qui va se passer au moment où on va coloniser les Amériques. Alors, donc, moi, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça, mais expansion ultramarine, ça dit ce que ça veut dire. Ça a d'abord été les Portugais, les Espagnols, souviens-toi, puis ensuite les Français, les Hollandais, les Anglais. Donc des empires, les nouveaux empires, à travers le colonialisme, à travers des génocides. Bon, mais ça, il faudra y revenir. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ces gens-là, ces colonisateurs, vont découvrir, en fait, des civilisations qui n'ont pas suivi du tout l'évolution prévisible à travers ce qu'on connaissait en Europe. Et celles-là, on va vouloir les détruire. Alors, oui. Pour quelle raison? Parce qu'elles représenteraient un danger? Je pense que l'évolution, si tu veux, de la volonté de détruire et tout est postérieure. L'idée d'on va détruire parce que... Moi, je pense que c'est surtout les types qui débarquent là-bas. Il y a des missionnaires jésuites, il y a quelques commerçants peut-être, mais il y a surtout des soldats. Et ce sont des mecs, c'est très primitif, les mecs qui débarquent là-bas. Oui, c'est pas les intellectuels de l'époque quand même. Donc en fait, ils sont en mission. Bon, leurs chefs sont importants, bien sûr, Christophe Colomb et compagnie. Ça va la lumière? Ça va? Non, on a eu un coucher de soleil. J'ai interrogé notre cher Alex à la caméra. Je me suis dit, il doit jongler. On a eu le coucher de soleil. On est rentré dans l'âge sombre là. Ça y est, on est parti des lumières. On est censé aller vers la lumière et tu vois, la nature nous rappelle que c'est peut-être l'inverse qui se produit. C'est très symbolique. Ce qui est important dans l'extension ultramarine, alors c'est la découverte des Amériques. Il y a l'Amérique du Sud, avec le contact avec les Incas et les Mayas. Mais ce qui est intéressant,
les Aztèques et les Incas. Ce qui est intéressant, c'est que ces peuples-là ne vont pas se méfier. Parce qu'en fait, ils vont considérer, regarde comme on fait un lien avec ce qu'on a dit justement, c'est très intéressant. Ils disent c'est des dieux qui débarquent, quoi. Ils ont des chevaux, ils ont des barbes, ils sont tout blancs, c'est des dieux. Oui, et puis ils ont des armures. Oui, c'est le roi étranger, c'est le roi étranger qui débarque. Et finalement, ils sont assez prêts à Oui, ils sont assez passifs, ouais, d'accord. Ouais, parce que finalement, ça fait partie un peu de ces traditions. Il y a peut-être un roi, un dieu qui va venir et qui va prendre la place, c'est normal. Et là, il va y avoir, en un siècle, il va y avoir en Amérique du Sud, parce qu'après, il y a les génocides en Amérique du Nord, mais il va y avoir 60 millions de morts. Alors c'est à la fois la violence physique, hein, c'est clair, hein, et les maladies. Donc retour aux épidémies, des contacts trop rapides avec un monde microbien méconnu, rougeole, variole, et il va y avoir aussi la mortalité par la maladie. Mais cette fois qu'on y revienne, parce que souvent l'argument qui est donné, dire oh, mais Thierry, tu nous parles d'hygiène naturelle, tu prends ces peuples premiers, et regarde quand on est arrivé, ils ont été décimés par la rougeole et par la variole. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une si bonne immunité. Donc en réalité, c'est juste que c'était quelque chose qui était complètement absent de leur environnement, et que la rencontre est extrêmement brutale. Très violente, d'autant plus qu'elle se fait dans la violence. Oui. Et non pas dans la paix, c'est-à-dire on essaye de les convertir. C'est des organismes stressés, épuisés, blessés souvent. Au fil du temps, ça a commencé quand même, ils vont capturer les rois, tu connais l'histoire, bon, Cortés, Pizarro, comme ça, vont capturer les rois. Et en fait, ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher de l'or, ils viennent chercher des esclaves. Bon, alors en Amérique du Sud, ça n'a pas trop bien marché. Et donc des esclaves, de l'or, ils essayent de les convertir, mais donc c'est un stress pas possible. Donc à travers ces confrontations qu'on ait des maladies qui se développent, pour moi, c'est tout à fait normal. Sauf que c'est anthropique. Le développement du microbe, ça se passerait autrement, je pense. Il y aura toujours des petits ajustements. Hein. Le monde microbien va nous demander des ajustements, il nous en demande sans arrêt. Mais ça pourrait se passer beaucoup mieux si on avait une autre relation à l'autre. Hein, on est d'accord. Donc l'expansion ultramarine, donc ça va être le 15e siècle, mais ça ne va pas s'arrêter avant le 19e, hein, les colonisations, les empires coloniaux. Et là, on va avoir évidemment à nouveau de l'esclavage, des génocides. On est bien d'accord. Ce que je voulais un peu mettre en avant, donc esclavage, génocide jusqu'au 19e, 19e abolition, soi-disant, de l'esclavage, ça ne s'est pas arrêté pour autant. Hein, d'accord. Officiellement, oui, mais ça continue, soit de manière, si tu veux, clandestine, tout simplement, comme aujourd'hui. Les gens qui travaillent dans les mines pour cacahuètes, pour qu'on ait des téléphones portables, des ordinateurs et compagnie, hein, tu le sais. Ce qui est intéressant, c'est le contact avec... après, il y a l'Amérique du Nord. Donc on peut très vite, hein, début XVIIe siècle, l'arrivée du Mayflower, hein, les puritains qui débarquent dans le Nouveau Monde. Parce qu'on n'a pas le temps de ça. On pourra y revenir, mais ça peut pesantir sur ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Donc là, évidemment, ils vont détruire des empires. Et ce qui est intéressant en Amérique du Nord, c'est que si tu veux, quand ces gens arrivent, ils vont se retrouver confrontés à des civilisations, ce qu'on appelle maintenant les Indiens, hein, voilà, les Amérindiens. Oui, voilà, qu'on appelle des Indiens. L'Indien d'Hollywood, là, parce qu'ils croyaient arriver en Inde. Hein, c'est ça. Oui. Ils cherchaient les Indes. En fait, on les appelait les Indiens, les Amérindiens. Donc en fait, ces gens-là, il y a des civilisations, des cultures, des sociétés. Ce que je veux dire, c'est qu'avec des hiérarchies dans certains endroits, et là, je vais juste placer un mot, parce que j'aimerais bien que ce mot, on le place, c'est qu'ils nous servent. Oui. Tu vois, comme un atout qu'on ressort de temps en temps. Un monsieur qui s'appelle Gregory Bateson a amené un mot qui s'appelle la schismogenèse. Schismogenèse. Le schisme, séparé. Donc la schismogenèse. Et c'est vachement intéressant. Parce que, bon, ce gars-là, il était anthropologue, sociologue, je ne me souviens plus exactement, un américain. Il dit que les gens ou les sociétés se construisent les unes par rapport aux autres. Ça peut exister dans un couple. C'est une construction de rupture, finalement. Par comparaison. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es comme ça, ben moi, je vais prendre l'avis contraire. Tu vois. Et donc, ça peut exister dans un couple, je le dis avec un sourire, mais bon, voilà, on se construit un peu par rapport à l'autre, mais des fois en opposition. Et les sociétés aussi. Oui, ou les enfants par rapport aux parents. Par exemple. Et donc, classique, exactement. La rébellion. Exactement. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Et tu vas voir, même en Amérique du Nord, donc chez les Amérindiens, tu vas avoir, par exemple, très proche, une tribu qui va conquérir, enfin, choper des esclaves dans les tribus voisines, ils sont esclavagistes. Alors des fois, ils les torturent, ils les éliminent, des fois, ils les adoptent, enfin, c'est assez compliqué, il y a toutes sortes de choses. Et des tribus qui ne sont absolument pas esclavagistes. Mais qui se construisent parce que schismogenèse, c'est intéressant. Et donc, on va voir apparaître, il va y avoir un contact qui va se faire au XVIIe, j'avance un peu vite là,
si ça te va, hein, si on a, parce qu'on pourra avancer un peu, avec des populations qui ont une manière d'être au monde qui est complètement différente, et qui vont, à travers vraiment une dialectique, comme l'aiment les Occidentaux, remettre en question la civilisation occidentale, en disant mais enfin, vous êtes pas libre, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes absolument pas libre, vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. On vous dit de faire un truc, vous obéissez, mais nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Puis regardez comment vous traitez vos femmes, comment vous traitez vos enfants. Et en fait, ils vont rencontrer, ça va être des rencontres entre intellectuels, en fait. Hein, je mets des guillemets, mais quand même, des intellectuels. Ils vont parler, ces gens-là. Il n'y a pas seulement la colonisation, les gros relous qui avancent et puis qui pillent, etc. Il y a aussi des gens qui se rencontrent, qui sont des intellectuels. Et en fait, ces rencontres-là ont été... ceux qui en ont témoigné, c'était les gens cultivés. Donc des gens qui étaient très proches du pouvoir, gouverneurs et compagnie, ou les jésuites. Et là, je parle de textes qui ont été écrits par les jésuites. Enfin, je veux dire, c'est des... Et donc, il va y avoir une dialectique qui va se mettre en place avec ces gens-là, et qui leur disent, mais attendez, vous êtes pas libre du tout, là. Hein, je rappelle très vite, très vite, hein, la notion de liberté. La liberté, c'est pouvoir fuir quand vraiment ça ne te va pas du tout. Hein, le pouvoir qu'on a sur toi, c'est pas pour toi, c'est pas juste, tu te casses. Prendre le large. Tu te barres, la fuite. Donc s'éloigner. La deuxième, c'est désobéir. C'est clair, tu désobéis, non, moi ça ne me va pas ton truc, puis pourquoi tu me donnes des ordres d'ailleurs voilà. Et la troisième, c'est avoir la possibilité de reconfigurer sa réalité sociale. C'est-à-dire, ben non, moi je m'excuse, j'ai plus envie de vivre dans une monarchie, j'ai envie d'une société plus égalitaire, voilà. Mais tu as le droit. Et ça, c'est la liberté. Et ces peuples-là, ils n'avaient pas que des qualités, ouais, j'idéalise pas, je ne suis pas avec le bon sauvage là, hein, de Rousseau. Ils disent aux Occidentaux qui débarquent, mais en fait, vous n'êtes absolument pas libre, quoi. C'est dingue, vous êtes assigné à résidence, on vous confine, on vous entasse dans des villes. Si vous voulez vous tirer, on vous empêche de vous tirer. On vous enrôle de force dans l'armée. On vous enrôle de force dans l'armée. On vous envoie à l'autre bout du monde pour pas désobéir. Mais oui. Et les gars, ils disent... Mais... Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette théorie, qui est une théorie de mon anthropologue préféré, David Graeber, Marshall Salins, etc., tous ces gens-là, c'est de dire, et alors attention, c'est le scoop, c'est qu'en fait, ce sont ces gens, ce sont ces rencontres avec des Amérindiens qui auraient influencé les philosophes des Lumières. Et que quand on voit apparaître tout d'un coup des notions, liberté... Ça serait venu de ça, oui. Que d'un seul coup... Oui, parce que j'allais te poser la question, comment se fait-il que d'un seul coup... Alors bon, la libération n'a été qu'une libération extrêmement partielle et en apparence, hein, oui. Parce que ça a été la libération de quelques élites. Ça aurait été trop beau. Oui, voilà. Avant, il y avait un seul en haut de la tour, et là, il y en a une dizaine qui sont montés avec lui, quoi. Ils se disent, ah, on est libre, d'un seul coup. Mais bon, peu importe. Oui, puis une élite, bon. Une élite. Mais liberté, égalité, fraternité... Ce venu de la rencontre, d'accord. Et ça, c'est fascinant. Oui, c'est complètement fascinant. Parce que c'est par des rencontres avec d'autres êtres humains qui avaient développé, sans être sous l'influence de la civilisation occidentale, d'autres modes de vie, et qui leur disent, voilà. Et donc, liberté, égalité, fraternité, donc c'est quand même la Révolution française, là. Hein, oui. Là, on y est au 18e. La Révolution américaine, la Constitution américaine, la Révolution anglaise, tout ça, c'est cette époque-là. Et alors, l'idée que ça soit une inspiration... Alors il y a un personnage célèbre, mais qui a existé, hein, Candiaroncle, là, qui était un Huron en fait. Hein, parce que là, la colonisation s'est faite par l'Est, hein, oui. Donc c'était une population indienne de l'Est. Et donc ce sont ces récits-là qui ont été... Et moi je trouve ça absolument fascinant. Ah oui, c'est incroyable. Parce que ça signifie... Parce que c'est des études sérieuses, c'est pas juste un truc comme ça. Ça signifie que là on a une divergence possible. Et elle a existé, elle était possible au siècle des Lumières, la divergence. Oui, c'était deux façons de faire société complètement différentes. Sauf que les élites ont repris le pouvoir. Et mais c'est toujours pareil, j'ai l'impression, mais tu sais, ça me fait penser aux réformes dans l'Église aussi, tu vois. Régulièrement, enfin moi qui connais un peu le phénomène religieux, tu vois régulièrement des gens qui se lèvent dans l'Église et qui disent « Excusez-moi les gars, mais en fait ce que vous faites là n'a strictement rien à voir avec le message initial. » Et donc le gars, il a une espèce de fulgurance, et puis rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il crée son mouvement, et il recrée son système hiérarchique à lui. Et puis dans son système, il y en a un qui va le... Et puis c'est de la réforme, et de la réforme, et de la réforme, et de la réforme, et de la réforme. Mais chaque fois qu'il se fait refagociter, quoi, on va dire, par cet esprit de pouvoir, et de... c'est inhérent en l'humain, c'est pas possible ça. Je pense qu'on aura à en reparler de ça. Pourquoi on retombe toujours là-dedans? Est-ce que la nature humaine est servile? Très bonne question. C'est une très bonne question, ça, quand même. Très bonne question. Est-ce qu'on a... Alors, l'aptitude à la liberté,
même chez les animaux domestiques, on estime que dans le syndrome de domestication, on en a parlé, souviens-toi, il y a une perte de capacité cognitive qui est voulue, parce qu'on veut des animaux dociles. Et ça, c'est normal. Enfin, c'est normal dans la domestication. C'est quoi? C'est la stratégie du choc qui nous paralyse complètement? Alors, on veut des animaux dociles. Donc, on va les domestiquer et on va choisir les plus dociles. Dans le syndrome de domestication, il est dit, mais je parle de choses qui sont étudiées, je ne parle pas de trucs comme ça, qu'il y a une perte déjà de matière cérébrale, mais vraiment en poids par rapport à l'animal originel, et que cette partie qui est perdue, qui correspond à des capacités cognitives bien évidemment, serait l'aptitude à la liberté et à l'autonomie. C'est comme si que dans ce phénomène de domestication et d'esclavagisme qui existe depuis très longtemps, par autodomestication, on a, une adaptation physiologique à notre condition. En échange de quelque chose. Je veux dire que je pense que si on est habité par des terreurs existentielles excessivement anciennes, il faudra y revenir sur tout ça, pour en finir avec ça. Si on est habité par ces terreurs, tous ceux qui vont venir nous dire « moi je vous protège de ces terreurs », je vous protège du mal. Ils vont nous proposer une tractation suffisamment séduisante pour qu'on accepte d'abandonner quelque chose de fondamental. La liberté. Et notre biologie s'y adapte pour nous faire moins souffrir de cet abandon, peut-être d'une certaine manière. Je pense. Voilà. Et donc, du coup, on a, une aptitude à tout ce qui entend nous protéger, soulager cette terreur existentielle. On prend. Que ce soit passer son temps devant la télé ou faire des jeux vidéo, aujourd'hui, peu importe, ou prendre des médicaments. Mais tout ce qui va nous libérer du mal, le baptême, les médicaments, les vaccins, on prend. Parce qu'en fait, on est habitué à ça. Et en fait, je crois qu'on a perdu notre aptitude à la liberté. Ouais. Et on peut la retrouver, je pense. Parce qu'on est néothénique. Et qu'on a cette capacité à retrouver ça en nous. Toi, tu as parlé l'autre jour on parlait de cellules totipotentes, tu sais, ces cellules omniscientes. Mais oui, c'est comme si on avait en nous cette capacité de réhabiliter tout ça, mais il faut le vouloir. Voilà. Donc, il est bon. Hein. Ah non, mais là, excuse-moi, je suis sans voix, parce que ta démonstration, elle est brillante. Merci. Au-delà de ce qu'on fait en vidéo, là, je me régale. C'est du petit lait. Non, mais vraiment, parce que tu viens en plus mettre une structure dans des intuitions, des sensations que j'avais, tu vois, et ça donne une structure à tout ça. Et avec des bases, si tu veux, pour employer, parce que on peut toujours te reprocher que tu délires, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Le problème, c'est que ces gens, soit ne sont pas écoutés, sont ostracisés, tu vois, c'est des marginaux dans leur profession, des sociologues, des anthropologues, des historiens, soit ils n'arrivent pas à avoir une vision globale, synthétique, et arriver à dire, mais waouh, quand on réunit tout ça, tu vois, et quand tu arrives à avoir cet esprit de synthèse, là, ouais, tu débouches vraiment sur des possibilités grâce à ça, de sortir. Fabuleux. Alors, cette notion de société, elle va aussi avec la notion de propriété privée, la fameuse enclosure. Alors, les enclosures, on va en parler. C'est cette création de loi qui va suivre tout ça. Ça, c'est une fracture importante. Alors ça, c'est en fait, on va dire que, très rapidement, parce que c'est très compliqué la propriété privée. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la Révolution française qui va faire de la propriété un droit inaliénable, sacré, ils ont employé ces mots-là, inviolable et sacré. La Révolution française, inviolable et sacré. On est quand même dans un esprit avec des mots un peu religieux. Quand même, et puis c'est marrant parce qu'ils prétendent s'affranchir de la religion, mais en fait ils reproduisent exactement la même chose. C'est juste que de manière laïque. Ils l'enlèvent à quelqu'un pour se l'approprier. Tout à fait. C'est pour ça qu'il n'y a aucune velléité de liberté là-dedans. Non. Et c'est une arnaque fondamentale. Ah bah, je pense qu'on le voit, on le vit. Oui, on est d'accord. Et donc en fait, la propriété privée, dans sa définition actuelle, elle n'existe pas depuis très longtemps, dans sa définition actuelle. Mais elle existe depuis toujours. Sauf qu'elle avait pas, les gens ne percevaient pas ça peut-être de la même manière, tu vois. Mais voilà, le fait de s'approprier, c'est quelque chose d'important. Et dans les siècles sur lesquels on est, là, le 16e, le 17e, on va voir ça a commencé en Angleterre, ce qu'on a appelé les enclosures. C'est-à-dire qu'on va commencer, si tu veux, tous ces terrains qui étaient ce qu'on appelle les communs, où tout le monde pouvait accéder, aller, on l'a dit tout à l'heure, pêcher, braconner un peu, ramasser du bois mort, ramasser les châtaignes, voilà. Et tout le monde vivait. Les pauvres vivaient, même les gens les plus pauvres vivaient grâce à ça. Ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas des pauvres, mais ils n'étaient pas miséreux. Non, voilà. Oui, la misère est quelque chose de très sociétal et de très systémique. Moi, je trouve que dans les grandes villes aujourd'hui, en Occident, il y a énormément de misère. Enfin, voilà, misère économique, misère relationnelle, misère sexuelle, misère à tous les niveaux. Catastrophe. C'est une misère. Donc en fait,
les enclosures, c'est une catastrophe pour les pauvres, et tu vas voir sur quoi ça débouche, 16e, 17e. Hein. On va créer vraiment de la propriété privée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des nobles qui se foutent sur la gueule entre eux, qui vont chasser, qui partent à la guerre en croisade, mais qui laissent, en fait, les gens, si on leur donne un tribut, sont contents, et puis ouais. voilà. On va vraiment... Ouais, tu peux te débrouiller, quoi. Ouais, tu te démerdes. Tu vas enclore... J'aime bien cet esprit-là. Moi, ça me plaît bien, ça. Tu vas enclore les terrains, c'est-à-dire tu vas les fermer, enclosure. Tu crées des clôtures, en fait. Et dans ces petites propriétés-là, tu vas mettre des fermiers ou des métayers, mais propriété privée. C'est-à-dire que, attention, ça veut dire que tous ces gens qui vivaient sur les communs, et qui vivaient, ils n'étaient pas heureux, hein, mais ils vivaient. Mais ils n'ont plus accès. C'est de la propriété privée. On va mettre des élevages de moutons. Donc en fait, les gens qui étaient, si tu veux, qui étaient des féodaux, des nobles, des élites, si tu veux, nobiliaires, après, ça sera les bourgeois. Hein. Mais ça va être exactement la même chose. Il ne faut pas oublier que la Révolution française est une révolution de bourgeois. Hein. Il faut quand même voir les choses comme ça. Si tu n'as plus le droit d'y aller, tu n'as plus le droit d'aller ramasser ton bois, tu n'as plus le droit d'aller chercher les châtaignes, tu deviens hors la loi. Ces gens là, il va y avoir de la pauvreté vraiment qui va s'installer, avec beaucoup de vagabonds, de gens qui ne savent plus où aller, en fait, puisque rien ne leur appartient. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, on va leur proposer de vendre leur force de travail, en leur donnant quelque chose en échange. Ça veut dire que les enclosures sont vraiment le début vraiment de ce qu'on va pouvoir appeler un travail salarié. Et très peu de temps après, enfin très peu de temps, le XVIIIe siècle, société industrielle qui se met en place, tous ces pauvres, qui étaient des gens de la terre, hein, des ruraux, qui sont vraiment dans la misère et qu'on va chasser. Il y a la chasse aux pauvres. Chasse aux vagabonds, on les enferme. Les va-nu-pieds, les gueux. Oui, les va-nu-pieds, les gueux, on les enferme. Ou on leur dit, mais pas de problème, tu vas travailler pour nous. Ah, tu n'es plus esclave. Il y a encore de l'esclavage à l'époque. Hein. À cette époque-là, on est en plein dedans. Hein. 17e, 18e siècle, c'est les grands siècles de la traite négrière quand même, hein, entre parenthèses. Mais ces gens-là, on va leur dire, mais si, tu vas venir travailler pour nous. Et ça devient des esclaves avec salariés. Et c'est le début de ça. Et ces gens-là, on va leur dire un jour, ben voilà, il y a des villes qui se créent, l'urbanisation, la société industrielle, ils vont finir dans le prolétariat, dans la société industrielle. Mais c'est les enclosures au départ, si tu veux, qui forcent les gens à rentrer dans l'armée, à travailler pour les autres et à vendre leur force de travail, comme on le fait aujourd'hui. Un salarié, c'est quelqu'un qui vend sa force de travail, qui va passer X heures par jour à faire un boulot de merde, souvent, et qui va rentrer crever le soir et qui n'a plus qu'une chose à faire, c'est consommer, qui n'a plus même l'énergie vraiment de se libérer de ça. C'est important les enclosures. Et alors ce qui est amusant, c'est que à travers l'histoire, ce mouvement d'esclavage permanent, de réactualisation de l'esclavage, oui, sous d'autres formes. Il y a, on s'y attend peut-être pas, mais c'est pas tant les hommes que les femmes qui s'y sont opposés. Et ça, je trouve que c'est une notion vraiment très très intéressante parce que globalement, dans les films d'action, c'est Sylvester Stallone et Bruce Willis, c'est pas Melinda Willis et Margaret Stallone. Quoi, les héros sont souvent des hommes. Ah ouais. On a Jeanne d'Arc quand même. Ouais, mais Jeanne d'Arc, c'est compliqué, tu vois, elle était pucelle, elle s'est fait cramer, après canoniser, tu sais plus où tu en es, quoi, tu ne sais pas si c'est sainte ou pute, quoi, tu vois, tu sais pas si elle, ça a été si tu veux, c'est la sorcière qui réhabilite toutes les autres. C'est la rare, quoi, c'est la rare là-dedans. Oui. C'est la seule qui a été canonisée. C'est la seule qui a été canonisée, oui. Mais la plupart des mouvements de protestation, enfin beaucoup de mouvements de protestation sont des mouvements féminins. Oui. Les sorcières, ce sont des femmes qui se barrent, qui prennent le maquis, quoi, globalement. Disons qu'en fait, là, tu fais référence notamment, effectivement, aux révoltes de femmes au moment des enclosures. Ce sont beaucoup les femmes qui ont mené les révoltes. Et comme par hasard... Parce qu'elles sont en lien aussi avec la notion de nourriture et tout. Et exactement. Moi, je comprends. Elles disent, non, mais attendez, les gars, si vous nous fermez ça, comment on va vivre? Exactement. Comment on va élever nos enfants? Et puis, elles voient le deal à la con qu'on est en train de leur proposer, dire, mais non, vous n'avez plus qu'à aller travailler. Non, mais moi, ça ne nous va pas. Elles sont en lien concrètement avec les choses, avec le fait de nourrir leurs enfants, et ainsi de suite. Tout à fait. Elles partent pas dans des espèces d'idéaux. Je pense que l'homme, parce qu'il est moins en prise avec l'homme masculin, hein, il est moins en prise avec cette réalité concrète de nourrir les enfants et choses comme ça, peut beaucoup plus se laisser berner par des espèces d'appels. Vous allez partir en croisade pour des idéaux et tout. Et puis on se laisse berner, tu vois, par ces petits trucs. Alors que la femme va dire, attends, tu vas partir en croisade, mais les gamins là, comment ils vont bouffer là? Ah, le Seigneur il te dit, ah ouais, tu vas pouvoir assister à des tournois. Mais j'ai rien à foutre moi des tournois. Les gamins,
Hein, comment les vieux, comment ils vont. Et les femmes, elles sont pragmatiquement dans le réel, quoi, concrètement, sans faire de sexisme. Hein, et elles se sont toujours révoltées. Regarde le célèbre tableau, c'est Delacroix, je crois. Oui. Voilà. C'est des femmes. Donc en fait, elles vont mener la révolte et on est complètement dans les mêmes années, siècles que les bûchers de sorcières. Hein. La chasse aux sorcières. Oui. D'ailleurs, ces femmes qui se révoltent, qui sont souvent des femmes qui ont déjà des choses à dire, mais qui peuvent être aussi sages-femmes, herboristes et compagnie, on va les brûler sur les bûchers. Donc en fait, quand on parle de chasse, hein, d'activité cinégétique, là, il y a vraiment de la chasse. On les chasse quoi, avec des chiens. Voilà. Donc, mais enfin, je ne voudrais pas jouer ma victime, mais actuellement, enfin, tu vois, moi, je vois mon cas, par exemple. Moi, ça fait des années qu'on me chasse littéralement. C'est de la chasse à l'homme, oui. Ouais, comme je suis exposé, comme on me crache dessus, comme on suscite la haine, le rejet, et toute personne qui a un discours un peu alternatif dans notre société. L'inquisition existe toujours, et on le met au bûcher. Un bûcher, alors pas le même bûcher, je ne vais pas cramer littéralement. Mais en fait, la violence qui est exercée est une violence réelle. Tout à fait. Mais de toute façon, l'Inquisition a démarré au XIIe siècle et elle existe toujours. L'Inquisition, c'est débouche sur la chasse à l'homme. On chasse les hérétiques, et là on chasse ces femmes en les accusant de sorcières comme par hasard. Comme aujourd'hui on va accuser d'être, comment on dit, de pratiquer une médecine illégale. Complotiste. Ouais, je voulais dire le fait de pratiquer une médecine charlatan. Oui, charlatan. C'est le mot que je cherchais. D'autant plus qu'au XVIe siècle apparaît aussi, n'oublions pas, le puritanisme, où on va, si tu veux, avoir une péjoration, c'est-à-dire comment dire, proscrire tout ce qui a rapport avec le corps. Donc le contact des uns avec les autres, la fête, la sexualité, tout ça, qui est d'ailleurs mis du côté de la femme, hein, etc., va être... c'est comme on rentre dans des stratégies d'évitement en fait, hein. On rentre en nous-mêmes et on ne veut plus avoir contact. Et donc ça fait partie de ce grand partage dont on parle depuis le début, entre d'Escola, entre nature, culture, sacré, profane, etc., etc. Tous ces grands partages qui nous éloignent de plus en plus du vivant. Là, il y a quand même le puritanisme qui s'installe. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont arrivés dans les Amériques étaient aussi les puritains, hein, des gens qui voulaient vivre leur religion. Voilà. Et donc en fait on a aussi ce phénomène où on va, en même temps qu'on brûle les sorcières, etc., si tu veux, rendre tout ce qui est physique, corporel, les excrétions, tout ce qui a le rapport avec la naissance, la mort, les menstruations et tout ça, c'est quelque chose dont on va chercher à prendre distance. Donc on s'éloigne du vivant. Encore une fois, et tu veux, tout ce qu'on dira après ça va découler de ça. C'est pour ça que c'est bien de replacer des jalons qui vont nous servir après pour continuer notre récit. Et dans tous ces phénomènes, on trouve toujours un État fort, un État totalitaire, un État qui exerce son pouvoir. Ce pouvoir, il s'exprime de différentes façons. Hein, on parle du premier ordre, du second ordre, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était en fait, si tu veux, quand j'ai défini le monopole de la violence légitime, la bureaucratie, les institutions, et le charisme, c'est-à-dire la guerre des chefs. Là. Tu as des États où il y avait par exemple un souverain très fort, divinisé, qui était dans son palais, il n'en sortait jamais. Ceux qui étaient autour de lui, il avait un peu de pouvoir sur eux, mais tous les autres autour, donc ils avaient une aptitude à se barrer, à désobéir, etc. Après tu rajoutes une bureaucratie, ça fait du deuxième ordre, donc tu as un pouvoir centralisé et la capacité de contrôle. La bureaucratie, les médias aussi. Hein. Très fort, l'imprimerie, tout ça, on va avoir de plus en plus des médias, etc. Et le troisième niveau, mais en fait tous les États ne regroupent pas ça. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Et tu me disais que l'État, tu le définissais comme une entreprise. Oui. Une entreprise commerciale. C'est une entreprise commerciale. C'est une réalité. Ça, c'est un autre sujet hein, sur lequel on pourrait revenir. Hein, mais c'est hyper intéressant pour la réflexion. C'est vrai que c'est surprenant de se rendre compte que l'État a un numéro de SIRET. Oui, c'est une entreprise. C'est-à-dire que moi, je vais aller beaucoup plus loin. Quand on dit que l'esclavage n'a pas été aboli, à partir du moment où tu déclares un enfant à la naissance, tu le vends à l'État. Il va avoir un patronyme, il va être, si tu veux, recensé. On a un pouvoir sur lui, on va le vacciner, le mettre à l'école, etc. Et en fait, regarde les gens qui essaient de lutter contre ça aujourd'hui, c'est excessivement difficile. On n'a pas cette liberté-là parce qu'il appartient à l'État. Non, mais vraiment. Et qui peut te le reprendre. Et qui peut te le reprendre. Et qui peut te le reprendre. Qui te dit, d'une certaine façon, qui te dit, on vous l'a prêté, mais si vous déconnez, on vous le reprend. Vous nous l'avez. C'est ça qui est très fort dans le fait de déclarer les enfants. Non, vous l'avez déclaré. Ouais. Vous l'avez déclaré, donc maintenant il est entre nos mains. Et en même temps, si tu ne le déclares pas, c'est la même chose. Oui, non, je ne dis pas que c'est simple. Je dis simplement qu'il faut réfléchir à ces actes qu'on pose de manière totalement sans réflexion.
C'est juste de la réflexion. Alors là, on arrive doucement vers le XVIIe siècle et la Renaissance. Ouais, la Renaissance. Alors, la Renaissance, on pense immédiatement René Descartes. Oui, Monsieur Descartes. Se rendre comme maître et possesseur de la nature. De la nature. C'est parti. Lui, au moins, il assume. À la limite, moi, j'aime bien Descartes. Tu sais, c'est un peu comme Sarkozy, quoi. Tu vois, il dit, non, mais moi, je m'en fous de plein les fouilles. Il joue pas la comédie, quoi. Il dit réellement ce qu'il va faire. À la limite, il y a une forme d'honnêteté chez Descartes que j'apprécie. Oui, et puis en fait, maintenant on parle beaucoup du cartésianisme, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant dans de reciter encore une fois Descartes, c'est qu'on est vraiment dans un siècle où on va séparer, si tu veux, on va arriver dans la raison, en fait, la raison raisonnante. Donc là, on va arriver très vite au XVIIIe siècle. Mais c'est vraiment, là, on sépare vraiment nature et culture. Voilà. Il y a des êtres qui ont une âme. Donc, Descartes, il est forcément cartésien, mais c'est un vrai naturaliste. Je ne suis même pas sûr qu'il était cartésien lui-même. C'est comme Jésus n'était pas chrétien. Oui, c'est exact, si tu veux. Mais en fait, on va se servir de lui pour poser aussi que cette grande différence entre nature et culture. Donc la nature va devenir finalement un environnement qu'on a le droit de piller, puisque oui, se rendre maître et possesseur de la nature. Donc ce sont des moments clés, ça, dans la réflexion, parce que on va penser qu'à partir de là, on va se séparer de l'Église, etc., etc. Bon, ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais on va avoir la raison qui va prendre le dessus, et surtout la science derrière. C'est-à-dire, on va tout expliquer, on va tout éclairer, et on va devenir les maîtres du monde, en fait. Dieu passe à la science. Oui, c'est la même chose. C'est juste un passage. Oui, c'est un passage. Et ce XVIIe siècle, encore et toujours, esclavage. Toujours. Hein, il y a ce que tu appelles le passage du milieu. Oui, non, mais on est en plein cœur de la traite négrière. Exactement. Parce qu'en fait, si tu veux, la traite négrière, en fait, le cœur de la traite négrière, c'est à partir du XVIe, mais c'est XVIIe, XVIIIe surtout. Hein. Et donc là, on a, je sais pas, il y a eu 10 millions d'Africains qui ont été déportés. Oui. Mais en fait, bon, soyons quand même c'est pas honnête, mais les Africains eux-mêmes pratiquaient l'esclavage entre eux. Bien sûr. Ah, oui. Donc c'était des Africains qui vendaient des Africains. Bon, il faut quand même relativiser les choses. Donc tu avais la traite, si tu veux, la première traite, c'était entre l'Afrique et le Brésil. D'accord. Et puis les îles à sucre, les Antilles. Donc ça, c'était la première traite. Puis après, il y a eu une traite triangulaire un peu plus tard, où se sont mêlés les Hollandais, les Anglais et les Français. Triangulaire, c'était Europe, Afrique, Amérique. D'abord, Amérique du Sud. Et ensuite, alors au départ, c'est le tabac, c'est le sucre. Et on va aller petit à petit avec les États-Unis. On va passer du tabac vers le coton, etc., etc. Donc en fait, ça veut dire que de la même manière qu'on a déforesté pour la guerre, en fait. Il fallait l'exploitation des mines, il fallait des métaux pour faire des armes, etc., etc. Il fallait des arbres pour faire des bateaux, etc., etc. On avait besoin d'esclaves pour produire une énorme demande européenne à ces époques-là, donc 17e, 18e, en sucre, qui n'était pas connu avant, en sucre, tabac, le coton, pour faire des huiles. Non, sucre, tabac, tu te dis, c'est absolument pas des produits de nécessité, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ah non, mais non. C'est du luxe. Bien sûr. C'est du luxe européen. Et aujourd'hui, on va parler du cacao et du café, par exemple. Mais c'est pareil. C'est-à-dire des productions en monoculture avec déforestation et utilisation d'esclaves. Où est la différence? Tu vois, où est la différence? De toute façon, quand tu vois, on dit, on a abolition de l'esclavage aux États-Unis, 1800, guerre de sécession, par là, dans les années 1860. Quand tu vois comment sont traités les Noirs aux États-Unis, je veux dire, ils sont plus esclaves, mais ils sont ostracisés pareil. Il y a toujours ces différences. Et ce qui est intéressant, c'est que cette société profondément inégalitariste, on crée aussi tout un corpus philosophique pour la justifier. Bien sûr. C'est vraiment le renforcement de l'évolutionnisme qui justifie ces classes d'hommes finalement et qui dit finalement tu n'as pas à te rebeller parce que c'est la nature. C'est la nature qui est comme ça. Exactement. Comme ça. Donc l'évolutionnisme est une propriété émergente de ces civilisations totalitaires. Et qui vont s'appuyer après sur les travaux de Darwin pour justifier les inégalités sociales. Oui, c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est-à-dire on va créer des races, des classes, des castes, et on va dire il y en a qui sont supérieurs à d'autres par la couleur, par la langue, par la religion, par tout ce que tu veux. Peu importe le critère, c'est qu'on met des critères. Et on va s'appuyer sur le fait que finalement le sommet de l'évolution, c'est être un homme blanc, chrétien et riche, pour résumer, bien sûr. Mais tu vois, on va faire, voilà, c'est ça le résumé. Je suis pas riche, mais à part ça, je suis bien. Je suis bien, je suis qualifié.
Je fais partie de l'élite, c'est bien. Il manque plus que la richesse, donc c'est bien. Je vois le prochain objectif. Alors, toujours pareil, on a l'omniprésence du mythe du progrès là-dedans. Oui. Hein, et c'est dans ce siècle, de ce XVIIe siècle, qu'on voit ce qu'on peut appeler le triomphe de la raison, d'une certaine manière. Hein. C'est quoi ce triomphe de la raison? C'est-à-dire que pour moi, tout à l'heure, tu vois, j'ai parlé de la péjoration du corps, de tout ce qui vient du corps, tu vois, à travers le puritanisme, etc., le féminin. Voilà. Certaines races, la race c'est une notion complètement artificielle. Et donc on va péjorer ça, on va mettre ça dans l'ombre et on va considérer que la lumière c'est la raison, mais les philosophes des Lumières sont tous des hommes. On est bien d'accord. Et la raison est la science. C'est-à-dire qu'on va, à travers l'exercice de la raison, de l'intellect... Quand tu dis sont des hommes masculins, tu veux dire? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ouais. Donc à travers l'exercice de la raison et de l'intelligence et de l'intellect, on va tout éclairer, tout définir, tout comprendre et tout maîtriser, du coup. Donc il n'y aura plus d'ombre. Et c'est là qu'il y a une erreur, mais colossale, dans le sens que, donc quand je parle du corps, je parle du féminin, je peux parler de l'imagination, je peux parler du rêve, je peux parler de, si tu veux, même toute créativité, tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui n'est pas finalement matérialiste, positiviste, voilà. Tout ça va être vraiment mis de côté comme aucune importance. Féminin, intuition, ça va un petit peu avec aussi. Tu dis j'ai des intuitions, est-ce que ça peut être démontré scientifiquement? Exercice de la raison. Oui, c'est un pouvoir. C'est poser la référence rationnelle, intellectuelle, comme la seule référence. Comme la seule référence permettant de valider le bien du mal. C'est ça. En fait, et le vrai du faux. Le vrai du faux et le bien du mal. Mais c'est ça cette obsession humaine, cette peur ontologique d'une certaine manière. C'est cette peur qu'on a de pouvoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux et ainsi de suite. Et donc chaque fois on trouve des divinités qui vont nous permettre de le faire à notre place. Donc la science devient la nouvelle divinité. Tout à fait. Est-ce que c'est validé en double aveugle par des études pondérées ou pas? Est-ce que ça a été publié dans des revues scientifiques ou pas? Oui, et c'est fascinant quand même qu'on puisse à ce point-là démissionner de tous les autres aspects de notre vie. Parce que je veux dire, je suis désolé, ça va paraître provocateur, mais il faut être profondément con pour penser que le réel se borne au rationnel. C'est le mystère, on en a parlé Thierry, plusieurs fois du mystère. Oui, mais je veux dire, c'est évident qu'il y a énormément d'éléments de notre vie qui ne répondent pas au rationnel. Il y a énormément. Je veux dire, l'amour, l'attirance qu'on peut avoir pour une personne, c'est pas rationnel. On l'éprouve tous. Je veux dire, et puis des formes d'intuition, des formes de fulgurance, le génie créatif, le flow. Simplement se confronter au mystère, de dire, parce que la raison, ce qui se passe au 18e là, c'est de penser qu'il n'y aura plus de mystère. Ah mais quelle arrogance. Voilà. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil, c'est de l'hubris, c'est de la démesure. On n'aura plus de mystère. On va tout éclairer, il n'y aura plus de mystère. Donc, et comme ils n'arrivent pas à tout éclairer, ils disent, en dehors de ce qu'éclaire la science, il n'y a rien. Donc comme ça, ils n'existe pas. Ils sont arrivés, c'est génial. Il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas d'imagination. Non, ça n'existe pas. Le rêve n'a aucun sens. Enfin bref. Et donc tous les savoirs féminins, mais aussi traditionnels, les peuples premiers, alors tout ça, tous ceux qui disent les plantes, les animaux ont une âme, oh là là, catastrophe. Alors qu'en fait... Mais c'est génial comme système en fait, c'est qu'il y a cette prétention à vouloir tout expliquer avec la raison. Comme la raison ne peut pas tout expliquer, on dit ce qui n'est pas expliqué par la raison n'existe pas. Et expliquer, c'est maîtriser, contrôler aussi. Et oui, parce que c'est pouvoir le cadrer. Donc voilà où on en arrive. Parce qu'en fait, moi, ce que je me suis dit en préparant aussi notre épisode, là, c'est que le prochain, ça sera sur le 19e siècle, donc notamment entre Pasteur et Béchamp. Mais il fallait mettre tout ça en place, tu vois, pour arriver à comprendre ce qui s'est passé au 19e siècle. C'était ces gens qui étaient toujours des esclavagistes, des colonialistes. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Alors, qu'est-ce qui nous manque là, dis-moi? Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, on avait mis quelques notions sur le droit naturel. Le droit naturel. Alors, le droit naturel, bon, Hobbes, c'est un siècle avant Rousseau, hein, c'est 16e, si je ne me trompe pas. Et donc, Thomas Hobbes, alors lui aussi, il est tu vois, il y a des moments de fracture comme ça. Lui aussi, il fait déjà, il fait la part de... Lui, Hobbes, sa philosophie, c'est l'homme naturel. Et violent, solitaire, misérable. L'homme est un loup pour l'homme. C'est ça, ça vient de lui tout ça. La guerre de tous contre tous, c'est lui aussi. Et il dit, dès que les hommes sont trop nombreux, forment société, il faut des chefs.
Donc il ouvre la porte à toutes les dérives, si tu veux. La gestion du troupeau. Mais c'est pas possible, on peut pas. On est obligé d'avoir des chefs. Voilà. Donc lui, il va poser ça. Alors le droit naturel, c'était dire, si tu veux, qu'a priori, tous les êtres humains ont les mêmes droits. Donc on va retrouver après la Révolution française, etc., etc. Tous les hommes avaient les mêmes droits, mais bon après, attends, j'avais pris quelques notes là-dessus. Je vais chercher mes trucs. Sur Hobbes? Ouais, sur le. Je les avais tes notes. Ouais, puis sur le droit naturel. J'aimerais bien le poser assez clairement. Ah, attends, je te retrouve ça. Retrouve ça. Oui. Je le retrouve. Tiens. Ouais. C'est l'ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non du fait de la société dans laquelle il vit. Et donc, il définissait liberté, propriété. La propriété est placée au même niveau que la liberté ou l'égalité. La propriété, c'est quelque chose, n'oublie pas la Révolution française, inviolable et sacrée, la propriété privée. Donc, propriété, sécurité, résistance à l'oppression. Ouais. Et donc, il parlait de gratitude, de pardon, de rejet de l'insulte, de l'orgueil, de l'envie. Mais en fait, moi, j'ai écrit l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que ça part de très bonnes intentions, tout ça. Mais comment ça a été utilisé après? Comment on va utiliser Hobbes, Descartes, Darwin, etc. C'est là où ça va devenir du cartésianisme, ça va devenir de l'évolutionnisme, ça va venir, tu le dis souvent toi-même, les fondateurs souvent sont effectivement mus par vraiment des intentions très très louables. Je pense. Et après, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a une récupération monstrueuse, systématique de toutes les formes d'intuition, de propension vers la liberté, qui sont récupérées par cette espèce d'énorme machine monstrueuse, systémique d'une certaine manière, qui se les réapproprie, qui affadit les mots, qui les restructure et qui en fait quelque chose finalement qui vient servir son propre projet d'asservissement et d'esclavage. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Donc pour moi, si tu veux, le XVIIIe siècle, c'est quand même la révolution industrielle. Voilà, je voulais qu'on termine avec ça, les machines. Bah oui, les machines. C'est-à-dire que la révolution industrielle, avec un besoin énorme de force de travail, qui est à la fois la force humaine, c'est-à-dire, allez, on va employer un mot, le prolétariat. Il faut un prolétariat pour la révolution industrielle. Les animaux. Qui sont utilisés aussi, les animaux domestiques qui sont utilisés. Et donc, moi ce qui m'intéresse, tu vois, parce qu'on va en reparler sûrement quand on parlera du 19e siècle, on va commencer à produire des biens, c'est-à-dire des objets. Et en fait, là où je pense où il y a eu une dérive, c'est de considérer que le progrès et le bien-être, c'était de produire des objets de plus en plus, et que ce sont ces objets qui vont faire notre bonheur, en fait. Le problème, c'est qu'il y a une pléthore d'objets. C'est une fuite à l'avant. C'est une fuite à l'avant sans permanence. Et surtout avec cette tendance de l'humain à vouloir accumuler. C'est-à-dire qu'il joue sur des mécanismes instinctifs de l'humain. Je pense. C'est toujours pareil. C'est un dévoiement. Non, mais c'est un dévoiement pervers de mécanismes salutaires. C'est-à-dire que dans un monde naturel, dans lequel la norme est la rareté d'une certaine manière, en tout cas la rareté de certaines ressources, accumuler n'est pas un problème. Parce que tu en as besoin, cette propension à accumuler pour passer l'hiver, pour redistribuer, et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand tu as pléthore, cette propension à accumuler devient totalement pathologique. Totalement pathologique. Surtout chez certains grands psychopathes, les gens les plus riches du monde, c'est pathologique. Je veux dire, ils ont Mais on montre au niveau de l'instinct alimentaire, par exemple, étant donné qu'il y a des fluctuations de production alimentaire dans l'année, que tu aies une propension à manger beaucoup quand il y a beaucoup pour stocker, pour traverser les périodes de disette, c'est normal. Mais le problème, c'est que quand il n'y a plus jamais de période de disette, en fait, tu es en permanence en mode stockage. Et là, c'est un dévoiement pervers des mécanismes de survie. L'accumulation de biens, de richesses, tout ça, à la base, ça part de l'accumulation, de l'appropriation de la nourriture. L'instinct. Oui, c'est la même chose. L'appropriation de nourriture. Et en fait, moi j'aimerais bien finir en disant, puisqu'on reparlera de tout ça, parce qu'on est allé aussi très vite, donc on va voir, si tu veux, la révolution industrielle comme quelque chose qui va permettre d'amener le bien-être à tout le monde. On est dans des inégalités de plus en plus fortes, à travers des objets. Alors oui, d'accord, à la base, la nourriture, on est bien d'accord, l'abri, mais des objets. Très vite. L'écran plat. Alors qu'en fait, si tu veux, on aurait pu voir les choses comme le progrès étant
de produire, alors le mot n'est pas très joli, mais des êtres humains, c'est-à-dire l'évolution vraiment humaine, tu vois, à travers le fait que tout le monde puisse accéder aux besoins fondamentaux. Et c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que pour nous, le progrès, le bien-être, le confort, c'est des objets quand tu réfléchis. Donc en fait, c'est un progrès des machines. Et à travers les machines, bien évidemment. Mais tu sais, ça revient à dire, enfin, moi j'utilisais un peu comme une punchline, parce que moi aussi je suis capable de punchline, je disais plus ton téléphone est smart, plus toi t'es con d'une certaine manière. Mais c'est ça. C'est un peu ça, quand même. Les machines sont en train de devenir de plus en plus complexes, efficaces, elles ne sont pas intelligentes, ça elles pourront pas l'être. C'est des super compilateurs. Oui, mais c'est par rapport aux mots. Oui. C'est pas que je m'oppose à toi là. C'est que quand on utilise intelligence artificielle, si tu veux, c'est intéressant de réfléchir sur la notion d'intelligence. Oui, c'est une forme de l'intelligence. Il y a l'intelligence intuitive qu'elles n'auront pas, par contre il y a l'intelligence rationnelle qu'elles auront. Tout à fait, mais le problème c'est que c'est ça qui est mis en avant depuis Descartes. C'est raison. Oui, ce qui est l'intelligence et le rationnel. Les sciences dures, etc. Elles peuvent rivaliser. Mais tu vois, il y a quelque chose les machines, il y a un progrès des machines, mais il y a un avilissement, d'une certaine manière, de l'humain. Et le vivant, dans tout ça, il perd en permanence. Parce que l'humain, c'est le vivant. Alors là, la séparation avec le vivant, c'est de plus en plus. Le vivant, l'environnement... Moi, ça me renvoie, avant que j'oublie, encore une fois, Günther Anders, qui est dans les années 1950, a défini la honte prométhéenne. Ce qu'il appelait la honte prométhéenne, c'est un homme à lire, Günther Anders. C'était le fait qu'on était dépassé par nos machines. Le Prométhée, on connaît le mythe de Prométhée, donc ça va jusqu'à la l'hubris, la démesure, et finalement on est détruit par ça. Voilà. Mais lui, il parlait de cette honte prométhéenne, des machines qui nous dépassent sans arrêt. Aujourd'hui, nos machines qu'on a mis en place pour notre bien-être, en fait, nous dépassent dans une certaine forme d'intelligence, et dans le fait surtout qu'on est complètement addict. C'est-à-dire, mais c'est une addiction si on veut, mais surtout, on vit dans un monde qui est tellement technophile qu'on ne se rend même plus compte qu'on est, peut-être une forme d'esclavage encore, addict aux objets, addict aux machines, addict à ces intelligences artificielles, etc. Et donc, pour moi, c'est la dérive qui va vers le transhumanisme. On est bien d'accord. Parce que c'est ça, la dérive du transhumanisme. C'est vraiment accepter finalement que l'homme... cette bifurcation va se faire vers un homme augmenté. Voilà. Et c'est nous, ce qu'on voudrait, c'est peut-être éviter d'avoir une autre bifurcation. On n'est pas encore au transhumanisme. Pour le prochain épisode, on va se garder la finale du championnat du monde des poids lourds entre Loulou, Pasteur, et Toine, Béchamp. On va rentrer vraiment dans... Voilà, d'un seul coup, on connaît les microbes. C'est ça. Et là, immédiatement, on les détruit. On veut les détruire. Là, on leur accorde... En fait, ils étaient peinards pendant tous ces siècles parce qu'on ne les connaissait pas. Le jour où on les voit... C'est ça. C'est la guerre systémique. Et surtout, si tu veux, c'est le bouc émissaire idéal. C'est-à-dire toutes les dérives anthropiques, le pouvoir, l'esclavage, la misère, tout ça. Ah ben non, si on est malade, c'est à cause des microbes. Ça va être un épisode fabuleux, je sens. Ça va être bien, on va bien rigoler. Ouais. Eric, je te remercie encore. Ça a été un gros épisode. Je ne sais pas combien on a. Il doit être long celui-là, non? 1h30. 1h30. Voilà, c'est comme ça. On est bien. Voilà, c'est notre petite série Netflix un peu rallongée. Je te remercie, Eric. C'est fascinant. Très bientôt. Je prends beaucoup de plaisir à avancer. C'est de la pensée libre, sauvage, au sens le plus noble du terme. Merci. À bientôt. À bientôt.